only language understood by killers like this is the language of force. So the United States of America will work with a broad coalition to dismantle this network of death. Hamas is ISIS, and ISIS is Hamas. And what they share in common, all militant Islamists share in common. We'll also have an opportunity to discuss the progress that's being made with respect to dealing with Iran's nuclear program, which obviously has been a high priority for not only Israel, but also the United States and the world community. Iran seeks a deal that would lift the tough sanctions that you worked so hard to put in place and leave it as a threshold nuclear power. And I fervently hope that under your leadership that would not happen. Bon réveil, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Voici les titres de cette édition. 100 petites minutes, c'est le temps que Barack Obama a accordé à Binyamin Netanyahou pour leur entretien hier à la Maison-Blanche. Les deux hommes ne s'aiment pas et ont une vision éloignée de leurs priorités. Décryptage dans un instant. Et puis c'est aujourd'hui que le Parlement turc doit se prononcer sur un engagement ou non au sein de la coalition anti-Daesh, un vote crucial qui éclaircira la position très ambiguë d'Ankara face aux djihadistes. Enfin, on parlera accouchement, et oui, mais ceux qui font fureur auprès des stars, sous hypnose, dans l'eau ou tout simplement chez soi. Toutes les tendances qui marchent, ce sera en fin d'émission. Bonjour à tous, le titre de cette matinée, c'est donc évidemment cet entretien hier entre Barack Obama et Binyamin Netanyahou. On va en parler dans un instant avec nos invités. Dror Even-Sapir, bonjour, vous êtes notre spécialiste des questions politiques et diplomatiques. Bonjour à Madame Colette Avital, parti travailliste, ancienne diplomate, ancienne consul d'Israël à New York. Vous connaissez extrêmement bien les relations israélo-américaines. Et bonjour à Cyril. On va démarrer avec les grands titres de la presse arabe et israélienne ce matin. Alors les journaux israéliens et palestiniens reviennent évidemment sur cette rencontre, mais sur fond de critiques américaines sur les constructions israéliennes à Jérusalem-Est. Oui, sauf que pour le Israël Hayom, le journal gratuit proche du pouvoir, la rencontre s'est bien passée. Une rencontre qui, selon le journal, a tourné autour de l'Iran et de Mahmoud Abbas, le Premier ministre ayant même réitéré, selon le journal, son engagement en faveur de la création d'un État palestinien. Une solution qui pourrait être rendue possible par un rapprochement avec les pays arabes modérés. Binyamin Netanyahou l'a laissé entendre au cours de son discours, car pour le Premier ministre, il faut désormais réfléchir hors des sentiers battus, mais pas suffisant pour convaincre Barack Obama, puisque les journaux israéliens révèle ce matin que quelques heures avant la rencontre, l'administration américaine a pris connaissance d'un projet de construction de plus de 2000 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Un projet qui, selon le Times of Israel, c'est le site d'information israélien en langue anglaise, une décision qui va envenimer un peu plus les relations déjà tendues entre Jérusalem et Washington. En laissant entendre que le discours de paix de Netanyahou n'était pas sincère, Washington a averti que ce nouveau projet de logement pourrait même éloigner Israël de ses plus proches alliés. Pire, titre le Haaretz, la Maison-Blanche estime même que la décision israélienne va tout simplement empoisonner l'atmosphère. Alors les deux hommes ont beau eu sourire devant les caméras, écrit ce matin le quotidien grand tirage Yediot Aharonot. Dès que les portes du bureau ovale se sont refermées, le blâme ne s'est pas fait entendre et en face à face, les divergences ont rapidement refait surface. De toutes les façons, Obama et Netanyahou, vous l'avez dit Barbara, ne se font plus d'illusions, ils ne s'aiment pas, écrit la correspondante du Yediot à Washington, Orly Azoulay. Contrairement à ce que l'on croit, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Et c'est sans doute ce sentiment qui caractérise, selon Orly Azoulay, le mieux les relations entre le président américain et le Premier ministre israélien. Voilà, indifférence ou pire, on posera la question dans un instant à Madame la Consul. Alors pour la presse palestinienne, Barack Obama aurait battu froid son hôte israélien. Et vous allez voir, la photo choisie par nos confrères de l'agence de presse Mahan est très révélatrice à ce titre. Vous voyez le visage crispé, les deux hommes se serrent timidement la main et c'est Barack Obama qui, selon
selon le journal, a demandé à Netanyahou de faire évoluer le statu quo avec les Palestiniens, un statu quo qui pourrait évoluer plus rapidement que l'on croit, puisqu'on apprend sur le même site de l'agence de presse Mahan que Mahmoud Abbas a déposé un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui vise à mettre fin à l'occupation israélienne, je cite, d'ici le mois de novembre 2016, dont cette fameuse date butoir dont il parle depuis plusieurs semaines. Un projet de résolution qui devrait prendre 3 semaines selon Mahmoud Abbas. Ça, c'est une annonce faite ce matin par le journal Al-Quds qui paraît à Jérusalem. Et si le Conseil de sécurité devait voter contre ce projet de résolution, eh bien le Raïs de Ramallah ne s'arrêterait pas en si bon chemin, nous dit-on dans les colonnes du Al-Quds. Et l'autorité palestinienne devrait donc demander l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale, comme dans la cour d'école. Vous savez, c'est un petit peu le jeu du pierre, papier, ciseaux que croque ici le caricaturiste du journal émirati Ittihad. Voilà, elle apparaît sur vos écrans. Alors, papier, c'est évidemment le papier sur lequel est écrite la solution des 2 États. Le ciseau, eh bien, c'est le veto israélien, ou plutôt américain, mais télécommandé, selon le caricaturiste, par l'État hébreu. Et enfin, la pierre, c'est, vous l'avez compris, l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale qui vient briser le veto israélo-américain. Voilà donc pour ce dessin de presse. Voilà, qui en dit long sur les intentions palestiniennes en tout cas. Allez, on referme cette revue Cyril avec un peu de culture. Voilà, alors si vous êtes au Proche-Orient actuellement, mesdames et messieurs, si vous êtes à Haïfa par exemple, eh bien sachez que va s'ouvrir le festival du film international de Haïfa, la ville portuaire au nord d'Israël. 28 films français y seront présentés et des coproductions également franco-israéliennes, parmi elles Athlete de Shiret Amitai avec la sublime Géraldine Nakache qui a été révélée au grand public par Tout ce qui brille en 2010. Le film Diplomatie également sera présenté au Festival du film. Et puis, un peu plus au nord, au Liban, à Beyrouth, s'est ouvert hier soir également un Festival du film international avec en tête d'affiche Juliette Binoche et Julie Gaillet au Liban, donc pour l'ouverture de ce festival qui mettra lui aussi également à l'honneur les films français. Voilà, les films français à l'honneur dans la région. Merci Cyril. Alors je vous le disais, 100 petites minutes, c'est le temps que Barack Obama a accordé à Binyamin Netanyahou hier à la Maison-Blanche. On va en reparler dans un instant, mais je vous propose tout de suite d'écouter les principaux intéressés, mais également, on l'a évoqué, les critiques américaines émises 1 heure à peine après la fin de cet entretien, des critiques sur les constructions juives derrière la ligne verte à Jérusalem-Est. Face à face à la Maison-Blanche entre le président américain et le Premier ministre israélien. 1h30 de discussion au cours de laquelle le programme nucléaire iranien est abordé. Nous aurons également l'occasion de discuter des progrès qui ont été faits face au programme nucléaire iranien, qui est évidemment une priorité non seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis et la communauté internationale. Mais au cours de la rencontre, il est aussi question de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Face à Barack Obama, le Premier ministre israélien réaffirme son point de vue. Je suis engagé à une solution de 2 États pour 2 peuples, basée sur la reconnaissance mutuelle et des solides arrangements de sécurité sur le terrain. Sauf qu'1 heure après la rencontre des 2 chefs d'État, le porte-parole de l'exécutif américain dénonce un projet de construction de logements à Jérusalem-Est. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les rapports indiquant que le gouvernement israélien continue dans la planification de logements dans une zone sensible ou dans Jérusalem-Est. Cette étape est contraire à l'objectif déclaré d'Israël de négocier un accord permanent avec les Palestiniens et ce serait un message très inquiétant si les Israéliens procédaient à de nouveaux travaux de construction dans cette zone. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas s'est dit déterminé mercredi à réclamer au Conseil de sécurité une date butoir pour l'occupation israélienne. Nous avons soumis un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les consultations ont commencé il y a plusieurs jours et continueront pendant 3 semaines ou un peu plus dans le but d'obtenir une résolution en notre faveur. Selon le projet de résolution, les Palestiniens demandent au Conseil de sécurité des Nations Unies d'exiger la fin de l'occupation israélienne au plus tard en novembre 2016. Mais les pays européens et les États-Unis ont toujours affirmé que la meilleure route vers un État palestinien passait par des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, sans date butoir imposée. Colette Avital, Binyamin Netanyahou a immédiatement rejeté les critiques américaines sur ses constructions à Jérusalem-Est. On le répète, des critiques émises 1 heure à peine après la fin de leur entretien, tant à la Maison-Blanche qu'au secrétariat d'État. Ça veut dire que la rencontre se serait plutôt mal passée ?
Probablement oui, mais ce n'est pas seulement cela. C'est aussi le choix du moment choisi par la municipalité de Jérusalem pour annoncer la construction d'un nouveau quartier, 2610 unités. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ça arrive. Je vous rappelle qu'il y a à peine 2 ou 3 ans, lorsque le vice-président des États-Unis était à Jérusalem, était ici, gifle qu'on lui administre en pleine visite en disant voilà, nous commençons des constructions. Et donc, c'est à nouveau à se poser la question pourquoi la municipalité de Jérusalem et comment, et ce n'est pas par hasard, qu'elle décide juste à un moment tellement difficile, tellement tendu, des relations entre Israël et les États-Unis. Ce serait une révélation téléguidée par certains membres du gouvernement ? Je ne sais pas si par certains membres du gouvernement, ça ne m'étonnerait pas, certainement par certains membres du conseil municipal de Jérusalem qui veulent à tout prix éloigner toute possibilité d'un partage de Jérusalem ou d'un processus de paix possible où il y aurait une solution de 2 États. Et nous avons entendu c'est l'avis de Benjamin Netanyahou également ? Je ne sais pas quel est l'avis de Netanyahou. Il a répété son engagement pour la vision de 2 États, mais en même temps, le ministre Bennett, dans son cabinet, se prononce ce matin en disant alors qu'il y a des échanges tels qu'il y a eu entre nous et le Hamas cet été, est-ce que la vision de 2 États ne s'est pas évaporée? Et donc, il faut voir que Benjamin Netanyahou arrive à Washington sans le soutien de son gouvernement, au fait, alors qu'il devrait renforcer sa position et demander l'appui des États-Unis. Il choisit un affrontement avec le président des États-Unis, alors qu'il y a une offensive qui risque de quand même laisser certaines traces aux Nations Unies, celles des Palestiniens, et l'on peut comprendre pourquoi ils en ont marre et ils veulent un État, et ils posent maintenant aussi un calendrier de 2 ans. Eh bien, au lieu de s'attirer le soutien des États-Unis, Benjamin Netanyahou préfère quand même d'affronter le président des États-Unis. D'affrontement, effectivement, les Palestiniens ont mis à exécution leurs menaces en entamant cette procédure à l'ONU. Ils exigent notamment la fin de l'occupation d'ici 2 ans, vous l'avez dit, Jérusalem comme capitale de 2 États, la mise en place d'une force internationale de défense des citoyens palestiniens. Il y a beaucoup d'autres requêtes également. Est-ce qu'on pourrait imaginer, à la lumière de cette tension israélo-américaine, que le veto américain qui dirait non à ce projet ne soit pas acquis? C'est très très peu probable, Barbara. Le veto américain est d'ores et déjà acquis. Alors c'est vrai que les États-Unis sont agacés, comme l'a dit Madame Avital, par ces projets de construction qui arrivent toujours dans les moments les plus adéquats. Alors je ne sais pas si Benjamin Netanyahou... Pardon ? Les moins adéquats. Ou les moins adéquats. Ouais. Tout dépend du point de vue duquel on se place. Je ne sais pas si Benjamin Netanyahou cherchait véritablement l'affrontement avec Barack Obama. Le fait est qu'il est, que contrairement à son allocution devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il a répété hier les termes d'État palestinien, ce qui n'est pas forcément une position confortable, étant donné qu'il est concurrencé de plus en plus sur sa droite par Naftali Bennett, que l'on vient d'évoquer. Donc le fait qu'il ait prononcé encore une fois ces 2 termes montre qu'il cherchait plutôt à se concilier les bonnes grâces des dirigeants américains. Et vous l'avez dit, c'est un Benjamin Netanyahou très différent de ce qu'on a pu voir 2 jours plus tôt à l'ONU. Les termes ne sont pas du tout les mêmes. Non, les termes ne sont pas du tout les mêmes, mais bien effectivement... encore une fois, son discours était destiné en grande partie à son propre électorat et à ses soutiens aux États-Unis. Là, il s'agissait encore une fois de faire en sorte que cette rencontre avec le président américain se passe dans les meilleures conditions possibles, étant donné que les Israéliens ont besoin des Américains pour contrer les démarches unilatérales des Palestiniens. Et lorsqu'on parle de cette résolution, lorsqu'on parle des projets des Palestiniens vis-à-vis des instances internationales, tout cela ne plaît pas non plus aux
aux Américains. On peut dire que les Américains sont agacés à la fois par les Israéliens du fait des projets de construction et du fait de certains aspects de la guerre menée dans la bande de Gaza, mais aussi agacés par les Palestiniens qui manifestement ont tourné le dos aux négociations. Le discours outrancier de Mahmoud Abbas la semaine dernière à l'ONU, tout ça ne plaît pas non plus à l'administration américaine. Si on regarde de près les mots qu'a utilisé Barack Obama hier à la Maison-Blanche, il dit qu'il faut immédiatement cesser le statu quo qu'Israël entretient. Il a parlé également de la mort tragique des enfants palestiniens, en évoquant de l'autre côté la sécurité des Israéliens. C'était un Obama plutôt agacé, non, par Benjamin Netanyahou? C'est un Obama effectivement agacé depuis longtemps par la politique du gouvernement israélien, par le fait qu'on n'aboutit absolument à rien malgré les efforts américains dans le processus de paix, qui est éliminé d'une certaine manière par Benjamin Netanyahou, mais en même temps, il faut dire, c'est vrai, il est aussi agacé par les Palestiniens. Et alors on peut se poser la question, puisqu'il est agacé par les Palestiniens, est-ce qu'il n'aurait pas été bon pour Netanyahou d'être un peu plus conciliateur, de s'assurer un peu plus du soutien des États-Unis, c'est-à-dire le rôle de la diplomatie, c'est d'essayer de rapprocher. Alors, c'est vrai que peut-être pendant cette conversation, et nous n'avons pas été là, et 100 petites minutes, ce sont quand même 1h30, c'est pas donné, c'est pas évident, et ce n'est pas la première conversation. Il se peut que les termes aient été moins difficiles que nous le savons, mais au fait, avant cette rencontre et au cours des dernières semaines, il y a eu des critiques claires, ouvertes du gouvernement israélien, de Benjamin Netanyahou à l'égard des États-Unis. Et tout cela alors que les États-Unis sont notre plus grand allié, l'atout stratégique d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il faut arriver de notre côté à ce genre d'échange de terminologie qui ne mène finalement à rien, alors qu'il aurait fallu essayer... C'est un calcul politique intérieur de Benjamin Netanyahou. Ce n'est pas de la bêtise diplomatique, on ne peut pas l'accuser de cela, Benjamin Netanyahou. Non, mais lorsque vous pesez l'une contre l'autre, c'est-à-dire la situation internationale d'Israël qui est en train d'être isolée, la tension avec les États-Unis qui, elle, n'aide à rien, et sa politique intérieure pour maintenir son gouvernement, finalement, comme Kissinger l'avait dit, Israël n'a pas une politique extérieure, elle n'a qu'une politique intérieure, au fait. Et c'est le choix de Netanyahou qui, au fait, avait été un très bon ambassadeur et un très bon diplomate. Alors, il y a un changement dans son comportement. Il préfère s'affronter. C'est le Premier ministre que je connaisse ou que je sache qui a ce genre d'échange et qui mène une politique, par exemple, au Sénat et au Congrès américain, ouverte contre le président des États-Unis. Ouais. Et cela, franchement, n'est pas quelque chose qui peut nous aider. Vous êtes d'accord avec ça, Dror? Benjamin Netanyahou, Premier ministre et pas diplomate, c'est son choix? Écoutez, encore une fois, il y a quand même eu des signes qui montraient que Benjamin Netanyahou abordait cette rencontre avec Barack Obama dans des conditions avec une optique un petit peu plus conciliante vis-à-vis du président américain. Et d'un autre côté, encore une fois, je rappelle que le discours outrancier, les propos outranciers tenus par Mahmoud Abbas à la tribune des Nations Unies n'ont pas plu non plus à Washington, et de ce point de vue-là, eh bien, Benjamin Netanyahou avait la partie un petit peu plus facile. Ouais. Maintenant, la question qui se pose, on parlait d'agacement de Barack Obama. Est-ce que c'est de l'agacement ou est-ce que c'est de l'indifférence ? Est-ce que Barack Obama est agacé ou est-ce qu'il a décidé de se désintéresser des affaires israélo-palestiniennes ? Les Américains ont donné beaucoup d'eux-mêmes, John Kerry bien évidemment, pour relancer un processus de paix moribond l'an dernier, 9 mois de négociations qui n'ont absolument rien donné. Alors on peut imaginer que peut-être aujourd'hui les Américains décident de laisser les Israéliens et les Palestiniens régler tout seuls leurs affaires et qu'ils ont eux d'autres chats à fouetter. Agacé ou indifférent ? Je crois agacé, mais il y a aussi des choix qui ont été faits. Je vous rappelle, peut-être le savez-vous, qu'il y a 1 an environ, le Conseil de sécurité américain lui a proposé de se lancer ou de vraiment mener une politique seulement
sur les dossiers sur lesquels il pouvait s'assurer un certain succès. Et donc, on lui a dit, tenez-vous à l'écart parce que les chances de réussir dans le dossier israélo-palestinien sont assez réduites. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous regardez aujourd'hui la politique étrangère des États-Unis qui se voit à nouveau engagée, malgré le fait qu'il ne voulait pas, dans des conflits, malgré le fait que le président des États-Unis avait promis au public américain un désengagement de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Irak, je m'excuse. Et il revient, ça devient nécessaire. Et donc, ces deux premières priorités, ce sont l'État islamique et l'Ukraine. Le Moyen-Orient passe à un troisième niveau, beaucoup moins important dans la politique étrangère, d'autant plus que la perception est qu'ils ont essuyé des échecs. Et donc, c'est pas la différence, mais c'est le désir de ne pas se voir... On peut dire, Dror, que ce qui est sûr en tout cas, c'est que d'ici la fin du mandat de Barack Obama, il n'y aura plus d'efforts américains pour relancer ce processus de paix. C'est pas évident. C'est pas certain. C'est pas certain. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être du fait qu'il a cette coalition de 40 États et qu'il mène une autre politique, lui donne une autre force, une autre position. S'il veut l'utiliser, il peut. Il y a la fameuse nouvelle option de Benjamin Netanyahu, à savoir contourner en quelque sorte les Palestiniens pour s'arranger avec les pays arabes modérés, de manière dans une seconde phase à trouver un arrangement, voire même les conditions d'un accord avec les Palestiniens. Est-ce que c'est considéré comme étant réaliste par la Maison-Blanche ? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être effectivement, à la lumière de la nouvelle conjoncture au Moyen-Orient, un levier pour faire bouger les choses. Peut-être que Barack Obama et Benjamin Netanyahu, sur cette question-là précise, ont trouvé un terrain d'entente. Alors, précisément, on l'a dit, il s'agit de la première entrevue entre les deux hommes depuis le mois de mars, et vous l'avez dit. Entre-temps, il y a eu donc cette guerre déclenchée contre l'État islamique, mais également l'offensive à Gaza. Mais les relations entre les deux hommes, on l'a dit et répété, restent toujours aussi tumultueuses. Tal Shalev revient sur cette relation. Tant de mots ont été consacrés à l'analyse de la relation entre le président américain et le Premier ministre israélien que seuls les vrais optimistes espèrent encore une fin heureuse pour ce couple. L'année dernière, ils ont essayé de réparer leur relation houleuse, mais derrière cette romance, les problèmes entre eux remontent à loin. Ils ne tombent jamais d'accord sur presque tous les sujets importants. Les menaces nucléaires iraniennes et les efforts de paix avec les Palestiniens sont les deux dossiers épineux et de notoriété publique. Je dis que toutes les options sont sur la table et je le pense. Nous ferons tout le nécessaire pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme la plus dangereuse au monde. Si Israël est prêt à faire des compromis généreux pour la paix, il ne peut pas revenir aux lignes de 1967, car cette frontière est indéfendable. Leur dernière rencontre à la Maison-Blanche remonte à 7 mois. Depuis, l'État a été rempli de tensions. Les 50 jours de la guerre de Gaza ont donné lieu à un autre théâtre de mauvaise communication entre Washington et Jérusalem. Israël n'a pas apprécié les efforts américains pour la médiation d'un cessez-le-feu et les États-Unis n'étaient pour le moins pas heureux du nombre de morts civiles causées par les attaques israéliennes. Un mécontentement qui s'est même manifesté par le gel d'une livraison d'armes. Évidemment, il y a des différences entre nous sur certaines formulations et des précisions de langage, et c'est ce qui se passe entre amis. S'ils forment un couple bizarre, les deux responsables israéliens et américains insistent constamment pour dire que leur relation personnelle n'affecte pas le lien inébranlable entre les deux pays. Après 5 années de tensions mutuelles, il y a peu de chances que Netanyahou et Obama deviennent des amis proches, mais tous deux ont un intérêt à maintenir la relation en cours. Voilà, couple bizarre, relation tumultueuse. Le problème, c'est... Vous savez à quoi j'ai pensé pendant que nous... J'ai pensé aux relations qui existaient avec beaucoup de nostalgie, qui existaient entre Yitzhak Rabin et Clinton. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans notre histoire où il y a eu un rapprochement vraiment extraordinaire entre nous et les États-Unis. Le problème, c'est l'idéologie qui est très différente, cette vision qui est très différente. D'un côté, un démocrate peut-être un peu trop naïf, diront certains, et puis de l'autre, un faucon peut-être trop à droite, diront d'autres. C'est ça le fond du problème, il est idéologique, il est politique. Probablement, mais aussi le fait que lorsqu'il y a des malentendus, lorsqu'il y a des divergences d'opinion, je crois que ce qui s'était passé par le passé entre Israël et les États-Unis, c'est que c'était discuté à huis clos,
à quatre yeux, et que l'on ne faisait pas ça sur la place publique. Alors, lorsque un Premier ministre israélien, de manière presque ouverte, soutient un autre candidat à la présidence, un républicain, à cause de ses affinités avec le Parti républicain, ça c'est aussi une ingérence dans les affaires des États-Unis qui n'existait pas auparavant. Et ça aussi, l'administration Obama ne l'a pas pardonné, hein, Benjamin Netanyahu, d'avoir soutenu Mitt Romney, d'avoir continué à courtiser les sénateurs républicains tout au long de ces dernières années d'ailleurs. Et en visite officielle à Washington, d'essayer de mener un combat du Sénat ou du Congrès américain contre le président. De s'ingérer dans la politique américaine pour les intérêts israéliens. Oui, c'est impardonnable. Je ne sais pas si c'est pardonnable ou non, mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas le jeu qu'Israël doit se permettre de faire, d'autant plus. Je vous rappelle quand même que s'il y aura le veto des États-Unis au Conseil de sécurité d'ici quelques jours, c'est le soutien le plus grand que nous avons, financier, stratégique, politique, au monde, alors qu'Israël se voit de plus en plus isolé. Je ne vois pas pourquoi et comment et si c'est intelligent de mener une telle politique. C'est un jeu risqué que joue Benjamin Netanyahu. Enfin, un peu relativisé tout de même, à mon sens, parce que la plupart des politiciens israéliens qui se destinent aux plus hautes fonctions, ou en tout cas qui ont beaucoup d'ambition, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont des contacts aux États-Unis, ont des soutiens notamment financiers aux États-Unis. Peut-être plus discret que Benjamin Netanyahu. Pardon ? Peut-être plus discret que l'a fait Benjamin Netanyahu. Non, parce que la particularité de Benjamin Netanyahu, c'est qu'il est presque américain en fait. C'est qu'il évolue dans la société américaine et dans la vie politique américaine comme un poisson dans l'eau. Il parle un anglais américain parfait, on l'a encore constaté il y a quelques jours. Et il se murmure, Barbara, que dans l'entourage de Barack Obama, on appelle Benjamin Netanyahu le sénateur républicain de Jérusalem. Donc ça veut tout dire, bien évidemment. Mais c'est la différence entre Benjamin Netanyahu et les autres hommes politiques israéliens, c'est qu'il est tout à fait à sa place dans le milieu politique américain, et il est vrai dans les cercles républicains. Mais les autres responsables politiques israéliens, encore une fois, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont immanquablement des soutiens financiers, notamment aux États-Unis, des grands donateurs, des soutiens très étroits et des relations très étroites avec les responsables de la communauté juive. Il y a des règles du jeu quand même. C'est-à-dire, tout ceci est maintenu dans ce qui est permis et ce qui est fait dans la société américaine, y compris le lobby pro-israélien à Washington, qui, je vous le rappelle, n'existe nulle part ailleurs, parce que ça fait partie du jeu de la démocratie américaine. Alors, vous tentez de relativiser. Ce n'est pas l'avis de Jean Daniel, journaliste, qui s'y connaît très bien en politique du Moyen-Orient. Dans un édito paru hier, il signe donc cet édito qui s'appelle « Plus jamais », disait Barack Obama, et ça commence comme ça. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec lui pour finir. Barack Obama avait voulu mettre fin aux antagonismes entre l'Occident et le monde arabo-musulman. Le locataire de la Maison-Blanche a failli dans cette noble mission. Et qui a été l'obstacle infranchissable à cette réconciliation? C'est Benjamin Netanyahu. Vous êtes d'accord avec Jean-Daniel pour finir? Pas vraiment, pas vraiment. Je crois qu'il y a une certaine tension intérieure dans la politique américaine entre le désir de réconciliation avec le monde musulman et ce qu'il voit comme terrorisme, et il est mené maintenant à aller plutôt dans une autre direction. Merci Je ne crois beaucoup. pas que ce soit Benjamin Netanyahu. Merci beaucoup Coletta Vital, merci Dror et Ben Sapir. On se retrouve après un nouveau journal. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. C'est aujourd'hui que le Parlement turc doit se prononcer sur une participation ou non au sein de la coalition anti-Daesh. Un vote crucial qui permettra à Ankara d'éclaircir sa position qualifiée d'extrêmement ambiguë par rapport à ces djihadistes. Alors en attendant, la Turquie a déjà mis des troupes à la frontière syrienne, là où l'État islamique assiège depuis plusieurs jours une importante ville kurde. Reportage. La Turquie compte bien jouer un plus grand rôle dans la lutte contre Daesh, l'État islamique. Elle prévoit en effet de déployer des forces terrestres de l'autre côté de la frontière, en Syrie et en Irak. Le gouvernement turc a d'ores et déjà déposé un projet de loi à cet effet au Parlement. S'en suivra une série de débats à l'Assemblée qui, selon des sources gouvernementales, devraient mener à l'approbation du projet.
Plusieurs mesures importantes doivent être prises. La première est de définir une zone d'exclusion aérienne et d'en assurer la sécurité. Deuxièmement, il faudra établir une zone sécurisée à l'intérieur du territoire syrien. Mais certains dirigeants de l'opposition turque rejettent l'éventualité d'une intervention militaire en Syrie. Et ils entendent bien faire basculer le vote. Le gouvernement d'Ankara avait certaines réticences quant à l'option militaire, craignant de voir se renforcer les ambitions indépendantistes des minorités kurdes en Turquie, mais également en Syrie et en Irak. La Turquie avait interdit aux Kurdes du pays de franchir la frontière pour rejoindre les Kurdes de Syrie, afin d'éviter de consolider le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Mais après la libération des otages kurdes le 20 septembre dernier, le gouvernement turc pourrait bien vouloir agir contre Daesh aussi vite que possible. Voilà, et on en parle avec vous, Cyril. À quoi doit-on s'attendre aujourd'hui au Parlement turc ? Écoutez, ce qui est très intéressant, c'est de se pencher un petit peu sur ce projet de loi donc, qui a été déposé par le gouvernement islamo-conservateur, l'AKP du président Erdogan et du Premier ministre Ahmet Davutoglu. C'est un texte qui prévoit non seulement une intervention militaire en Irak et en Syrie, mais également le stationnement, voire le passage de troupes étrangères sur le sol turc. Donc ça laisse quand même une marge de manœuvre au gouvernement de dire voilà, nous, on ne va pas intervenir directement, mais c'est peut-être la coalition, on va ouvrir nos bases aériennes à la coalition internationale, ce qui va peut-être pour permettre donc au gouvernement turc d'adhérer à la coalition sans vraiment y adhérer, sans vraiment Cette frontière est quand même cruciale d'un point de vue stratégique. On rappelle que la Turquie est le seul membre de l'OTAN qui a une frontière directe avec l'Irak. Tout à fait, et le projet de loi de toute façon devrait passer sans trop de difficultés, parce que je vous rappelle que l'AKP dispose de la majorité absolue au Parlement, donc l'opposition aura beau protester, le projet de loi devrait passer sans difficulté. Alors voilà, c'est un changement de ton qu'on remarque, qu'on note de la part d'Erdogan notamment depuis quelques jours. On a reproché à Erdogan son ambivalence par rapport à ces djihadistes. Est-ce qu'on assiste à un volte-face ? Oui, d'abord, qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est-à-dire que depuis 2011, ça date du début du soulèvement en Syrie, mais on reproche à la Turquie justement sa politique ambiguë, sa connivence avec les djihadistes. On a parlé de cette fameuse autoroute du djihad à la frontière syro-turque où les rebelles djihadistes transitaient, ces allers-retours de ces rebelles djihadistes, parmi les plus radicaux, notamment ceux de Daesh, de l'État islamique, et puis également les djihadistes venus d'Europe ou d'ailleurs grossir les rangs donc des organisations radicales. Le gouvernement turc a même soigné des combattants, des terroristes de Daesh sur son sol. Certaines mauvaises langues disent même que les otages turcs, les 46 otages turcs ont été libérés en échange de ces mêmes combattants donc soignés sur le sol turc. Et puis, revirement spectaculaire, Erdogan annonce ces derniers jours que la Turquie ne peut pas rester à l'écart. Ce sont ces mots, qu'elle ferait tout ce qu'elle devrait faire pour combattre les djihadistes, qu'elle se trouverait là où elle devrait se trouver. Le Premier ministre turc a même qualifié les djihadistes de barbares, donc c'est un changement de ton assez impressionnant. Alors comment on explique ce revirement ? Effectivement, comment on l'explique ? Alors officiellement, ce qui motivait la prudence ou la timidité de la Turquie à rallier la coalition, c'est le sort justement de ces mêmes otages turcs qui ont été libérés le 20 septembre dernier. Je vous rappelle, c'était à Mossoul, lors de la prise de Mossoul par les djihadistes, 46 otages turcs avaient été faits prisonniers. Ces otages ont été libérés, donc ce qui, pour Erdogan, facilite maintenant l'entrée dans la coalition. Et puis, vous l'avez dit, les djihadistes sont aux portes de la Turquie, avec cette ville de Kobani, cette ville syrienne, composée à majorité de Kurdes syriens, qui est encerclée par les djihadistes. Donc il y a peut-être une menace qui pèse sur le régime d'Ankara. À l'image, on voit la libération de ces otages, des diplomates, en majorité turcs. Donc ça, c'est pour les raisons officielles. Après, il y a raisons officielles. C'est pas un hasard, Barbara, si le président Erdogan a changé radicalement de ton après son séjour à Washington. On peut imaginer qu'à Washington, son hôte américain lui a exercé sur lui une certaine forme de pression, et puis aussi la prise de conscience d'Erdogan et du gouvernement Davutoglu, que la Turquie ne peut plus rester à l'écart d'une coalition qui compte parmi elles les plus grands pays arabes sunnites de la région. Tout ça a donc joué aussi bien donc la pression des États-Unis et la conscience de vouloir rallier une coalition faite de pays arabes sunnites. Tout ça a dû très certainement peser dans la décision de changer radicalement ce positionnement qui, il faut bien dire, était devenu de plus en plus difficile à défendre. Alors concrètement, est-ce qu'on doit imaginer dans les jours qui
qui viennent que les forces turques se joignent aux efforts militaires? Ça, on a quand même toutes les raisons d'en douter. Ouais. Les scènes de soldats turcs foulant le sol irakien ou syrien, c'est pas pour demain, visiblement. Erdogan, vous l'avez entendu, a parlé, a évoqué une zone tampon. C'est un mécanisme qui est difficile à mettre en place, tant au niveau militaire que juridique. Et puis, il y a des réticences, évidemment. Pourquoi? On a vu dans le reportage, parce que soutenir la coalition, c'est également soutenir les Kurdes. Bah oui. Les Kurdes syriens qui combattent l'État islamique en Syrie. Vous savez que les Kurdes syriens et les Kurdes turcs, évidemment, sont en relation. Et Ankara a très certainement peur de cette union sacrée des Kurdes en Syrie et en Turquie. La crainte de voir émerger, on va peut-être le voir sur cette carte, la crainte de voir émerger un pouvoir kurde transfrontalier qui serait renforcé. Voilà, donc la zone kurde au sud de la Turquie et au nord de la Syrie, un Kurdistan donc, qui serait renforcé aussi bien militairement et surtout légitimé politiquement par les États-Unis, mais également par l'Occident, par les pays européens. Et Ankara a très peur de cela. Oui. Ankara qui est très isolé politiquement. Ankara, d'ailleurs, s'est vu obligé d'ouvrir sa frontière aux Kurdes qui subissent exactement, des milliers de Kurdes ont trouvé refuge en Turquie. Et puis, il faut rappeler quand même qu'Ankara, et c'est pas pour rien si Ankara rejoint aujourd'hui la coalition, en tout cas, c'est le vote d'aujourd'hui au Parlement, Ankara est très isolé sur le plan régional. Il a très certainement parié sur les deux mauvais chevaux. Ouais. Le premier, c'est son soutien aux frères musulmans, vous vous en souvenez, l'Iran, la Turquie, pardon, et les projets néo-ottomanistes d'Erdogan qui s'envolent un peu en fumée avec le soutien aux frères musulmans en Égypte et en Tunisie, qui s'est avéré peu judicieux. Et enfin, l'un des piliers de la politique étrangère de la Turquie, c'était la chute du régime de Bachar al-Assad. On voit bien aujourd'hui que pour frapper l'État islamique, il y a des alliances ad hoc qui se font aujourd'hui au Proche-Orient entre Damas d'une part, Washington et ses alliés. Donc la Turquie très isolée politiquement. Voilà, et obligée peut-être de revoir sa copie, c'est ce que décidera peut-être sans doute le Parlement turc aujourd'hui. On suivra ça de près. Merci beaucoup Cyril d'être venu nous en parler. Retour en Israël avec cette première place peu glorieuse pour le pays en bas du classement, des pays développés qui prennent le moins bien soin de leurs personnes âgées. C'est le résultat d'une étude publiée hier à l'occasion de la journée internationale pour les personnes âgées. C'est une enquête signée par Shahar Peled avec Leslie Rezoug. Le 1er octobre marquera la journée internationale des personnes âgées, mais en Israël, l'heure ne sera pas à la fête. La population des seniors compte parmi les plus petites du monde occidental. Par ailleurs, le taux de pauvreté chez les personnes âgées est l'un des plus élevés parmi les pays développés, même en déduisant les taxes et les subventions. Il y a plus de 200 000 personnes âgées pauvres en Israël. Ce n'est qu'une partie de la population israélienne qui souffre de la pauvreté. Un rapport publié récemment par le Bureau central de la statistique révèle une réalité bien sombre. Sur les 860 000 personnes âgées de plus de 65 ans, 21 dépendent d'une aide sociale. Près de la moitié se disent en mauvaise santé, 36% déclarent se sentir souvent seuls, 16% n'ont personne à qui faire appel en cas de détresse. Près de 320 000, soit 40% d'entre eux, renoncent au chauffage ou à la climatisation pour limiter les dépenses. Mais le problème de la pauvreté chez les personnes âgées des 22 autres pays développés est bien plus grave qu'en Israël. Cependant, la différence réside dans le taux de réduction de la pauvreté. Une fois le plan de lutte mis en place, la tendance s'inverse. Alors que les allocations éradiquent presque intégralement la pauvreté dans plus de la moitié des 22 pays, Israël se retrouve en haut de la liste en matière d'insuffisance des revenus. Mais pourquoi Israël est-il si mauvais élève? Certains dénoncent les menaces sécuritaires faisant gonfler le budget de la défense aux dépens des affaires sociales. Mais il y a également une dimension politique. En effet, les données démographiques sont défavorables au troisième âge, qui se retrouve quasiment dénué de toute influence politique après l'échec du Parti des retraités. Il n'y a pas de lobby pour les pauvres en Israël. Nous essayons de faire office de lobby pour ces gens qui doivent franchir de nombreuses murailles avant de pouvoir atteindre les preneurs de décision. Le gouvernement israélien connaît parfaitement la situation, mais il en fait très peu. Il y a quelques mois, une commission a été formée pour lutter contre la pauvreté dans le pays. Mais certains estiment que la situation restera inchangée dans les années à venir. Cette commission a rédigé une liste de mesures que doit prendre le gouvernement. Voici les données officielles. Maintenant que le budget pour l'année 2015 a été présenté, on peut voir que l'an prochain, rien n'aura changé en Israël.
L'état des personnes âgées en Israël illustre parfaitement l'inefficacité du programme d'aide et d'allocation dans la réduction de la pauvreté dans le pays. La plupart de ces personnes ne peuvent plus travailler et dépendent donc du système pour se maintenir au-delà du seuil de pauvreté. Un système qui aura donc échoué en Israël plus que partout ailleurs dans le monde. Alors effectivement, la situation des personnes âgées en Israël est très illustrative du modèle socio-économique israélien. On est loin, très loin de l'État-providence. Oui, mais il faut tout de même un petit peu nuancer. On n'est pas encore peut-être dans un modèle qui serait celui des États-Unis, par exemple. Il y a une protection sociale en Israël, il y a un système de santé publique qui a été très performant, qui l'est encore, mais qui commence à montrer des signes de faiblesse très préoccupants. Bien évidemment, un système éducatif public et un système de protection sociale. Mais le reportage qu'on vient de voir illustre effectivement le fait que depuis environ les années 80, l'État israélien s'est de plus en plus désengagé de ces questions sociales. Juste quelques chiffres. Le pourcentage des dépenses sociales en Israël, le pourcentage dans le produit intérieur brut, il est de 15,8%. Il était l'an dernier de 15,8%, alors que la moyenne des pays de l'Union européenne s'élevait à 25,1%, et dans tous les pays de l'OCDE à 21,9%, 22%. Donc on est quand même bien loin, on est bien loin du compte. Alors effectivement, il y a la question de dépenses sécuritaires et on vient de traverser une période de débat très âpre entre le ministère des Finances, le ministère de la Défense sur les rallonges budgétaires de la défense, de l'armée. On sait que l'armée est peut-être le lobby le plus puissant et qu'elle a des arguments, effectivement, après un été comme celui que l'on vient de vivre. Eh bien, l'armée est bien placée pour demander des rallonges budgétaires et effectivement un système comme le dôme de fer, même s'il est financé en grande partie par les États-Unis, coûte cher. L'entraînement des troupes coûte cher. On sait à quel point l'armée prend beaucoup d'argent. Est-ce que c'est seulement cette priorité sécuritaire qui explique ce manque d'investissement dans les questions sociales, ou est-ce qu'on est aussi dans un modèle économique libéral où les gouvernements israéliens, sous Binyamin Netanyahou en tout cas, ont tout fait pour maintenir hors de l'eau l'économie israélienne? Oui, c'est un choix idéologique pour Binyamin Netanyahou. Et d'ailleurs, quand vous écoutez Binyamin Netanyahou, son ancien ministre des Finances, Yuval Steinitz, c'est même le ministre des Finances actuel, Yair Lapid, ce sont des gens qui se glorifient de certains signaux positifs de l'économie israélienne, qui effectivement a bien résisté à la crise qui a touché quasiment tous les pays industrialisés. Le problème, c'est que les questions, les signaux sociaux sont, eux, dans le rouge. Alors, est-ce que forcément, pour maintenir la compétitivité et la bonne santé de l'économie israélienne, il fallait faire le sacrifice des dépenses sociales? Ça, véritablement, c'est une question idéologique. Certains en sont persuadés, d'autres sont persuadés du contraire, mais ceux qui en sont persuadés sont aujourd'hui au pouvoir. Alors, justement, le budget 2015 a été présenté officiellement hier. Parmi les défenseurs des questions sociales, il y a le ministre des Finances, Yair Lapid, qui avait promis un budget social. On n'en est pas là. Des compromis de politique politicienne, finalement, et pas la place aux grandes réformes sociales qu'il avait promis avec ce budget. Effectivement, par exemple, il n'y a pas d'augmentation d'impôts, parce qu'il ne voulait pas apparaître pour la deuxième année consécutive, comme celui qui annonce la mauvaise nouvelle aux Israéliens, la mauvaise nouvelle d'augmentation d'impôts. Mais il y a des coupures budgétaires importantes dans le budget de l'éducation, par exemple, et dans d'autres budgets. Alors, les chiffres, c'est très compliqué, on peut en faire ce qu'on veut, tout dépend de la manière dont on les présente. Il y a une augmentation particulière, mais qui est automatique, parce qu'elle est liée tout simplement à l'augmentation du nombre d'Israéliens. Maintenant, en valeur absolue, les choses, bien évidemment, sont très différentes. Et Yair Lapid, concernant ces options, le ministre des Finances, concernant ces options économiques, il est très proche finalement de Binyamin Netanyahou. Lui aussi est un libéral. La différence, c'est qu'il doit son succès politique à cette vague de mécontentement social de l'été 2011. Il s'était fait, pendant la dernière campagne électorale, le champion des classes moyennes. Ça lui a profité puisqu'il a obtenu un résultat tout à fait inespéré. Et avec ce budget, est-ce qu'il a tenu promesse à ces classes moyennes ? Non, et les sondages le montrent. Ces classes moyennes se sont détournées de Yair Lapid. L'électorat de Yair Lapid lui en veut de ne pas avoir tenu ses promesses sociales, et il laisse en quelque sorte le champ libre à d'autres politiciens ou à d'autres formations politiques qui pourraient reprendre ce même flambeau. Je pense bien évidemment à Moshe Kahlon, ancien du Likoud, qui est en train de créer un parti d'inspiration sociale, et peut-être aussi à certains membres du Parti travailliste. Voilà, qui pourrait reprendre ce flambeau. C'est ce qu'on verra aux prochaines élections. Merci beaucoup,
Melror. Merci Cyril. À suivre dans le Morning. Hasard du calendrier. Eh bien, c'est demain que juifs et musulmans marqueront un moment clé de leur religion, le jour de Kippour pour les uns et la fête du sacrifice pour les autres. Ça se passera donc demain en Israël. On y revient après un nouveau journal. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On va parler dans un instant de cet hasard du calendrier. Demain, juifs et musulmans marqueront en même temps et en Israël 2 dates clés de leur calendrier. On va en parler avec vous, Daniel Haïk, merci d'être parmi nous, et avec vous, Mathias Hilbar. Mais on commence avec l'actu internationale. Betsabé, c'est en 5 clics. Tout de suite, on prend la direction des États-Unis avec ce remue-ménage à la Maison-Blanche. Oui, tout à fait. C'est Julia Person, la chef du service de protection du président Obama, qui a démissionné en cause des incursions répétées à la Maison-Blanche, suivies de près par la presse américaine, qui d'ailleurs les a qualifiées souvent de scandales répétés, certaines étant farfelues, mais d'autres beaucoup plus dangereuses. Elles auraient pu mettre en danger la vie du président des États-Unis. C'est le cas notamment de l'intrusion d'un homme le 19 septembre dernier. Il avait escaladé les grilles de la Maison-Blanche, était parvenu à pénétrer dans l'édifice sans que le Secret Service ne l'arrête. Conclusion, en gros, Julia Person a perdu la confiance du président. Voilà. Et sous la pression, elle a dû quitter son travail. On la force à démissionner. Daniel, vous voulez intervenir? Il y a un homme hier qui était peut-être indésirable aussi à la Maison-Blanche qui s'est introduit, et c'est Benjamin Netanyahu. Direction Hong Kong, Betsabé, on ne réagira pas. La blague du jour. Voilà. D'habitude, c'est la mienne. Hein, C'est vrai. Il vous l'a volé. C'est vrai. Préparez votre revanche. Hong Kong. Hong Kong, alors à l'heure où les Hongkongais défient Pékin, on le sait que le mouvement Occupy Central est même en train de passer à la vitesse supérieure, à en croire les médias locaux, notamment le South China Morning Post. Eh bien, sur le continent, des Chinois, malgré tout, veulent se montrer solidaires avec les Hongkongais, sauf que, censure oblige, ils ont dû trouver un moyen d'expression particulier. Résultat, eh bien, ils se rasent le crâne, nous raconte Courrier International, et puis ensuite, ils publient ce nouveau look sur Twitter, en théorie inaccessible en Chine, sauf que bien, ils utilisent des logiciels de contournement, comme pour d'ailleurs s'informer. Voilà, solidaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, se raser le crâne. Pourquoi pas. Allez, on parle d'un autre... Sans commentaire. Sans commentaire, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de cheveux qu'elle me regarde, ça fait deux blagues. 2 blagues pour moi. On parle d'un autre mouvement, Betsabé, ça se passe en France, et c'est une coalition contre les extrémistes d'un genre particulier. Voilà, alors ça a été officialisé hier soir, en début de soirée, à Lyon, et c'est justement une initiative qui est partie de Lyon, ça s'appelle l'Appel des 110, c'est à vocation nationale, cela dit, et alors c'est un mouvement qui réunit personnalités chrétiennes, musulmanes et juives contre la montée, on a compris, des intolérances, des fondamentalismes au moment où, bien sûr, la mobilisation se fait contre Daesh. Alors, cet appel a été signé, nous raconte Libé, par des personnalités d'horizons très divers, depuis le grand rabbin de Lyon, Richard Verstenschlag, au cardinal Barbarin, et puis bien sûr, les principales personnalités de l'islam, apparemment, ont souscrit à l'appel, comme Mohamed Moussaoui, le président de l'Union des mosquées de France, même si, souligne Libé, il y a aussi un grand absent, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, donc Dalil Boubaker, qui est aussi président Conseil français du culte musulman et qui serait, dit le quotidien, réticent à soutenir des initiatives dont il n'est pas à l'origine. Voilà pour cette affaire. Et puis, une histoire d'étiquetage de produits italiens en Grande-Bretagne que l'Union européenne a rejeté. Voilà, alors en fait c'est la Grande-Bretagne qui étiquette pas seulement les produits italiens, d'ailleurs les produits venus de l'étranger, beaucoup de produits sous forme de rond, vous allez voir, dans lequel en fait les calories dites négatives, en gros les graisses, les sucres sont en rouge, comme vous voyez voilà, sur la photo publiée par la Repubblica, et les calories les meilleures eh bien, sont vertes, sauf que quand vous prenez les produits italiens typiques, forcément on va droit dans le panneau, et donc ces feux rouges ont été jugés discriminatoires par l'Italie, qui depuis longtemps demande à la Commission européenne de juger non conforme à la loi ces étiquettes, et l'Italie a gagné, la Repubblica crie victoire. Et donc boycotter le parmesan, ça sent le roussi.
Voilà qui est fait, Mathias, bravo. Après la polémique Apple, la polémique Samsung, voilà, par cette nouvelle. Alors le Galaxy Note 4, donc le dernier Galaxy, a droit à sa polémique lui aussi. Alors Samsung a bien rigolé après que l'Apple se torde, et ben le Galaxy est pas mieux logé. Regardez, en fait on peut glisser entre le boîtier et l'écran lui-même, il y a un espace et on peut loger jusqu'à une carte de visite. Le Daily Mail explique qu'on ne sait pas encore quelle est l'amplitude de ce phénomène, mais la polémique a déjà un nom, c'est le Gapgate, donc le scandale du vide. Oh, quel scandale! Voilà, quel scandale. Merci beaucoup, Betsabé. Alors, je vous le disais, hein, c'est un hasard du calendrier. Juifs et musulmans fêtent demain deux dates importantes pour les deux communautés. Et les forces de sécurité israéliennes, en tout cas, sont sur le qui-vive. On craint des affrontements entre ces communautés, juifs et arabes, qui célèbrent de manière opposée, finalement, les deux fêtes. Hein. D'une part, la fête du sacrifice, de l'autre, le jeûne de Kippour. Est-ce que des mesures spéciales, Mathias, ont été mises en place ? Oui, des mesures spéciales ont été adoptées par la police israélienne et sur demande des maires des villes concernées. On parle de 3 villes principalement, c'est Haïfa, Saint-Jean d'Acre, Akko en hébreu, et Nazareth. Tout simplement parce que dans ces villes vivent des communautés juives et arabes, beaucoup moins à Nazareth, mais en tout cas à Saint-Jean d'Acre et à Haïfa. Sur le même palier, on peut trouver 2 familles juives et 2 familles musulmanes. Et donc la raison pour laquelle des mesures de prévention ont été prises par les municipalités et la police, parce que concrètement, ça consiste en quoi? Le jeûne d'Yom-Kippour, les juifs jeûnent, et l'Aïd al-Adha, c'est la fête du sacrifice. En général, on tue des moutons et des bêtes dans les jardins, dans les rues, et on fait des grillades. Et donc, cette opposition des genres, des cultures, aurait pu éventuellement engendrer des oppositions, tout simplement aussi. Ça, c'est pour la belle histoire, la belle image, l'image en tout cas des deux fêtes. Mais derrière ça, il y a un climat tendu. Parce que lorsqu'il y a eu l'assassinat de Abu Hader à Jérusalem-Est, et bien derrière, il y a eu des manifestations particulièrement violentes dans ce triangle arabe qui est au nord du pays. Et pendant l'opération Bordure Protectrice, lorsque le Hamas a commencé à tirer des missiles, eh bien, il y a eu des affrontements concrets et sensibles, où on a vu, par exemple, pour la première fois depuis des années, si je me trompe, vous me corrigez, Daniel, des Arabes qui ont complètement bloqué des routes et demander aux automobilistes de savoir s'ils étaient juifs ou pas pour les laisser passer. Et donc, la raison pour laquelle la police et surtout les municipalités ont décidé de prendre ces mesures, c'est pour éviter toutes sortes d'affrontements. Le maire de Saint-Jean d'Acre, notamment, M. Lancry, a décidé de diviser des routes et de les réserver aux personnes musulmanes et aux personnes juives. La question du vivre ensemble se pose. Je finirai mon explication par le fait que, par exemple, il y a une totale incompréhension entre ce que demandent les députés et ce que met en place la police. Il y a une commission parlementaire dirigée par la Knesset pour faire en sorte qu'il y ait des mesures concrètes pour éviter des affrontements, notamment sur le mont du Temple à Jérusalem. Cette commission a été entendue par Parienté, le chef de la police de Jérusalem, qui quitte ses fonctions, qui a décidé de quitter ses fonctions, mais pas par Danino, qui est le chef lui-même de la police. Donc il y a une incompréhension totale. Il y a eu, il faut le rappeler, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu des affrontements violents à Akko, un soir de Kippour, entre juifs et arabes. Et ça, il faut le rappeler. Où notamment, effectivement, il y avait eu des jets de pierre de jeunes musulmans contre les automobilistes juifs. Encore une fois, on vit en parfaite osmose dans ces villes-là tout au long de l'année. Et on doit se poser la question du vivre ensemble. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut éviter des affrontements? C'est tout l'enjeu des municipalités, et je dirais même c'est plus la mission des municipalités que de la police, parce que la police dit prévention, dit force, et ça c'est pas toujours bon lorsque la police se déploie dans la ville. Voilà, alors ce modèle de coexistence est souvent prôné, ce vivre ensemble, comme vous dites, est souvent prôné. Voilà, et tout le monde est sur le qui-vive demain, dans un climat tendu, on l'a dit, et un rôle important, Daniel, aussi pour les leaders religieux, hein, même à Akko, quand il y a eu ces problèmes il y a 2-3 ans, ce sont eux finalement qui font régner le calme. Hein. Il y a une mobilisation des leaders religieux, des rabbins, des grands rabbins de la ville, et à l'époque des imams, des cadis de la ville qui sont mobilisés ensemble pour essayer d'appeler au calme. Effectivement, le calme était revenu sur Akko, mais il y a effectivement des périodes de tension.
Voilà, on suivra ça de près demain, mais on va s'attarder... Il faut juste, il y a une initiative du rabbin de Saint-Jean d'Acre et du cheikh de Saint-Jean d'Acre qui ont décidé de parler ensemble et de parler à la communauté, d'envoyer peut-être, c'était leur objectif, en tout cas hier ils me l'ont dit, d'envoyer un clip vidéo ensemble commun, conjoint, pour demander aux deux communautés de ne pas sombrer dans la violence et de ne pas surtout avoir la gâchette facile. Voilà, et qui donnerait le ton à ce vivre ensemble, que tout le monde souhaite respecter, évidemment. Allez, on s'attarde un petit peu sur cette fête de Kippour avec vous, Daniel Haïk. Ce sera donc demain. C'est la journée la plus importante du calendrier hébraïque. D'abord, très concrètement, on verra quoi demain dans les rues israéliennes? Bon, alors d'abord, il y a une atmosphère tout à fait particulière pendant la journée de Kippour et même la veille de Kippour dès ce soir. Par exemple, si vous allez sur l'esplanade du mur occidental, eh bien, à minuit, pour la dernière lecture des Slichot, c'est-à-dire c'est la liturgie de demande de pardon que beaucoup de juifs font depuis près de 40 jours. Il y aura probablement entre 40 et 50 000 personnes sur l'esplanade. On voit les images de l'année dernière, c'est quand même impressionnant. C'est tout à fait impressionnant. Il faut remarquer que ce ne sont pas obligatoirement des gens religieux. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu de journalisme, mais il y a surtout des gens traditionnalistes, des gens qui sentent le besoin de venir peut-être demander pardon au Tout-Puissant à l'endroit où il est probablement le plus accessible, si on peut dire. Et donc, cela fait venir beaucoup de monde à ce moment-là. Et puis, la veille de Kippour est déjà une journée quasiment fériée en Israël. On ne travaille pas pendant la veille de Kippour. On mange, on se restaure copieusement en perspective du jeûne. Et cette journée de Kippour, elle débute en fin d'après-midi, comme tout dans le monde juif. La journée juive commence en début de soirée avec le jeûne, le début du jeûne. Et alors là, la vie dans l'État d'Israël, c'est tout à fait impressionnant et paralysé totalement. L'État d'Israël s'arrête. Il n'y a plus de circulation pendant 24 heures. Il n'y a plus de circulation, plus d'autobus. Aucune voiture quasiment ne peut circuler. Il n'y a pas de loi qui interdit de la circulation, mais c'est devenu une tradition respectée et par les religieux, bien entendu, les orthodoxes, et par les non-religieux qui profitent de cette journée pour essayer de dresser une forme d'examen de conscience, de revenir un peu sur le passé, sur l'année passée, d'essayer de se projeter vers. On va revenir à cette introspection. Dans les villes moins religieuses, et c'est le cas à Tel Aviv, Betabe, on peut en témoigner, cette immobilisation et cette non-circulation des voitures fait le plaisir des enfants. Il y a des vélos partout. Dans les rues, les grands axes routiers sont envahis par les rollers et les vélos. Il n'y a pas de circulation sur le périphérique, alors les gosses s'en donnent à... une ambulance, effectivement. Voilà. Ce qui avait conduit d'ailleurs l'année dernière un cycliste à mettre une caméra GoPro sur son casque. Et il avait circulé dans les rues de l'Ayalon, qui est l'un des axes le périphérique de Tel Aviv, et il était tout seul. Tout seul sur une distance de 5 km. Ce qu'il faut peut-être revenir sur un peu la signification du jeûne. C'est-à-dire le jeûne de Kippour, on a l'habitude de le traduire par le grand pardon. Effectivement, c'est la demande que les Juifs implorent le Tout-Puissant pour demander pardon pour leurs erreurs. Mais cette demande de Kippour, elle est précédée, la veille de Kippour, et c'est très impressionnant dans les yeshivot, dans les écoles talmudiques orthodoxes, par une demande de pardon de chaque être humain à son prochain. Parce qu'on estime que finalement, et c'est une idée centrale de Kippour, si on espère du Tout-Puissant qu'il va nous pardonner nos fautes, nos égarements, eh bien, il faut que nous soyons suffisamment indulgents pour pardonner à notre prochain. Et donc, dans les yeshivot, c'est assez impressionnant. Il y a des yeshivot où il y a des milliers d'élèves. Eh bien, il y a deux rangées qui se croisent et les élèves se serrent la main et se demandent pardon. C'est même assez émouvant de voir cela. Ils se demandent pardon mutuellement avant de se présenter devant le Tout-Puissant et d'exiger de lui qu'il nous le pardonne. Alors voilà, il y a ce moment d'introspection, ce demande de pardon. Est-ce qu'il y a aussi un moment d'angoisse, peut-être, pour chaque juif c'est tout à fait face au jugement? C'est une bonne question, Barbara. C'est-à-dire, là, le moment, il y a une atmosphère d'angoisse, mais on va dire il y a une atmosphère. C'est très dépendant des origines des communautés. Les Ashkénazim font un Yom Kippour plus dans l'angoisse, on va dire dans l'anxiété, dans la crainte, dans la hirat Hashem, la crainte de Dieu, tandis que les Séphardim, et ça se voit beaucoup dans la liturgie séfarade, le font dans une forme de plus joyeuse, plus décontractée. Ils sont quasiment convaincus qu'ils vont être pardonnés par voilà. Ça vient de l'optimisme, mais ça vient aussi de ça. Tout cela, c'est pardonne à son fils. Mais oui, mais tout cela, c'est le relan de vie dans des différentes communautés. Il est clair que les communautés d'Europe de l'Est ont vécu
vécu des persécutions difficiles. Et d'ailleurs, ça se reflète. Il y a des prières particulièrement émouvantes. Si je dis Untane Tokef, il y a des gens qui sauront exactement de quoi je parle. C'est une prière très émouvante qui rappelle les persécutions des rabbins juifs pendant, à l'époque par la chrétienté il y a de cela un millier d'années. On peut dire l'histoire et le présent se conjuguent à Kippour pour essayer l'objectif est essayer de sortir de cette journée purifiée, être meilleur pour l'avenir en perspective de cette nouvelle année. On finira là-dessus. On parle souvent dans la société israélienne du fossé qui existe entre laïcs et religieux. Est-ce qu'on peut dire que le jour de Kippour est un jour où on vit plus en osmose, où tout le monde finalement est dans cette même tradition? Oui, effectivement, il y a plus d'unité à ce moment-là, et il y a un élément aussi qui a consolidé cette unité, c'est le fait qu'il faut le rappeler d'un mot, qu'il y a 41 ans, la guerre de Kippour a été déclenchée en cette journée, et que ce jour-là, les Israéliens, juifs religieux ou pas religieux, se sont réunis ensemble pour aller combattre face à l'adversité. Et cela, c'est un jour de traumatisme dans la société israélienne. D'ores et déjà, il faut voir aujourd'hui dans les chaînes de télévision et de radio, on rappelle le souvenir de ces quelques 3000 soldats qui sont tombés pendant la guerre de Kippour, qui a provoqué un véritable traumatisme dans la société israélienne. C'est ça aussi Kippour en Israël. Merci infiniment Daniel Haïk d'être venu nous en parler. Merci Bethsabée, merci Mathias. À suivre. Et ça n'a rien à voir, on parlera d'accouchement, mais ceux qui font fureur auprès des stars. Je peux vous souhaiter aussi bon courage ou pas? Merci, voilà, je vais moi-même aller accoucher très bientôt. Ça va bien se passer. On se retrouve après un nouveau journal, restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On va parler accouchement, mais surtout accouchement de stars dans un instant. Avec vous, Bethsabée, je trépigne d'impatience. Je vais en apprendre beaucoup, ça va peut-être me donner des idées. J'espère, oui, on verra. Toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. D'accord, on va voir ça dans un instant, mais on commence avec vous, Laura, et la revue du web. Alors, ce qui fait le buzz ce matin sur Internet, ce sont encore et toujours ces manifestations à Hong Kong qui ont finalement trouvé un moyen de contourner la censure. Exactement, alors ce joli hashtag Umbrella Revolution, la révolution des parapluies se répand, vous l'avez dit, comme une traînée de poudre, mais finalement c'est un succès qui n'est pas si anodin, car les autorités chinoises ont beau traquer les réseaux sociaux, et bien c'était sans compter FireChat. FireChat est une application qui avait été conçue à l'origine pour couvrir des zones saturées ou des zones éloignées comme le métro ou comme les concerts. Ça permet donc à ses utilisateurs de chatter ensemble à 70 mètres de distance seulement grâce au Bluetooth. Une idée de génie donc qui est signée Misha Benoliel, un Français qui vit aux États-Unis, et une idée vite détournée à des fins politique. Lancé en mars, FireChat a déjà servi aux étudiants de Taïwan lors du mouvement Tournesol, mais aussi en Irak, en Iran et même en Syrie. Et là, à Hong Kong, FireChat, ça explose. Et là, c'est un succès sans précédent. En 24 heures, l'application a été téléchargée par les Hongkongais plus de 100 000 fois. Un succès, évidemment, qui fait craindre que le gouvernement chinois coupe bientôt Internet. On s'en doutait, ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Les sites alors permettant le téléchargement sont déjà bloqués. Facebook et Instagram sont déjà extrêmement difficiles d'accès. Et puis, évidemment, FireChat a aussi des limites comme toute application. Les communications sont publiques et donc les manifestants doivent protéger leur identité. Et de même, rien n'empêche évidemment les policiers de s'en servir pour casser le mouvement, pour propager de fausses rumeurs ou même traquer les étudiants. Voilà, et puis on parle également, Laura, ce matin, de cette longue bataille contre Facebook, une bataille menée par les transsexuels qui étaient obligés, en fait, jusqu'ici, d'utiliser leur vrai nom. Voilà, alors les transsexuels ont mené beaucoup de batailles, ils ont obtenu pas mal de victoires, et puis alors maintenant, c'était Facebook qui était dans la ligne de mire. Alors Facebook obligeait jusqu'à hier, ses utilisateurs à mentionner leur vrai nom. On pouvait évidemment utiliser un surnom, mais il était précisé dans les conditions générales d'utilisation que le vrai nom devait être expressément précisé. Alors, cette politique peut se concevoir évidemment pour des raisons de contrôle, pour des raisons de sécurité, mais elle était très mal acceptée par les transsexuels qui la vivaient comme une discrimination. Ils revendiquaient ainsi le droit de ne plus utiliser leur nom de naissance. Alors après avoir menacé de manifester, ils ont fini par obtenir gain de cause et même au-delà puisqu'ils ont obtenu les excuses de Facebook. Et puis petite note juridique, il faut noter que la Cour européenne depuis 2002 autorise les transsexuels à changer d'identité et considère que ça relève de leur vie privée.
Voilà qui est fait. Et puis notre nouvelle dont on parle beaucoup sur Internet, évidemment, nouvelle geek, c'est la sortie de Windows 10. Voilà, c'est très geek, évidemment. Et Windows 10 est non neuf, attention, car Microsoft a voulu marquer l'aspect novateur de cette nouvelle version. Il a donc sauté un numéro, on est passé de 8 à 10, une initiative qui a laissé les connaisseurs de marbre. Alors d'autant que cette nouvelle version, si elle ne déçoit pas, n'a pas non plus déclenché une vague d'enthousiasme. Un seul changement notable, le menu démarré qui avait disparu revient enfin. Et puis surtout avec Windows 10, eh bien, Microsoft veut en faire une plateforme de distribution globale, type Apple, type Android, une façon donc de se repositionner. Voilà, Windows qui reste quand même à la traîne, pas de révolution donc avec Windows 10. Et on reste dans cet univers un peu geek pour parler jeux vidéo, mais surtout musique de jeux vidéo. Musique de jeux vidéo, car eh bien, la musique de jeux vidéo quitte justement ce domaine très geek pour gagner sa reconnaissance, tout comme les musiques de films, comme les musiques de dessins animés, eh bien, les musiques de jeux vidéo deviennent des thèmes à part entière et même aujourd'hui des concerts des orchestres symphoniques inspirés de jeux vidéo célèbres fleurissent. Au Japon, le pays des jeux vidéo, un orchestre spécial a même été créé. C'est donc une véritable culture musicale qui est en train d'émerger, une culture très geek, on l'a dit. Elle a déjà ses virtuoses comme Max Gleason, surnommé Smooth McGroove. Alors lui, il se produit sur sa chaîne YouTube et il reprend plusieurs thèmes de jeux vidéo. Alors pour les nostalgiques, il a repris la musique de Tetris, musique que l'on connaît tous, car avant Candy Crush, on sait qu'il y avait Tetris, évidemment. Voilà. Et pourtant, personne ne connaît son compositeur, vous le connaissez ? Non. Voilà, alors son compositeur, c'était donc un certain Alexei Pajitnov, un russe, mais c'est Smooth McGroove, avec ses 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, qui revisite et qui modernise cette musique hypnotique légendaire qu'on va écouter tout de suite. Allez, on y va. C'est vrai, c'est une musique finalement, maintenant que vous le dites, qui a bercé notre enfance. Exactement. Hein. Voilà. Tous, et ça va continuer pour les prochaines générations. Bon, merci. Vous restez avec nous, on parle accouchement ? Ça vous intéresse ? Beaucoup. Voilà, on parle accouchement, mais ceux qui vont fureur chez les stars, c'est ça. Alors, toutes les tendances, nous les expliquer, sous hypnose, dans l'eau, chez soi. Et puis, dernier accouchement de star, si l'on peut dire, en date, c'est celui de Chelsea Clinton, la fille de Bill et Hilary. C'était en début de semaine. C'était surtout une sortie de star. Elle a été très critiquée. Elle a été accusée, en fait, d'avoir copié Kate Middleton parce qu'elle a présenté son bébé à la presse. Elle s'est prise pour une princesse. Oui, voilà. Bon, juste parce que la façon dont elle a présenté son bébé a été critiquée. C'est-à-dire, on n'a pas grand-chose sur l'accouchement. Alors, elle s'est penchée sur les accouchements de stars. C'est l'occasion pour nous d'en parler. Introduction de quelques exemples de stars, justement, avec les jumeaux de Mariah Carey qui seraient nés sous les applaudissements. Elle n'a pas accouché en concert, non. Mais elle aurait choisi d'accoucher avec en fond sonore le CD de ses lives au Madison Square Garden. Voilà, chacun son narcissisme. Ouais, alors, toujours ensuite un autre exemple. Voilà, peut-être. Post-accouchement, cette fois-ci, un goût de potion magique avec l'actrice Alicia Silverstone. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a avalé son placenta sous forme de gélule. Verdict, j'ai vraiment aimé. Alors, le placenta, c'est en effet un cocktail vitaminé, plein d'hormones. Voilà, vous faites oui de la tête. On a compris que Barbara, ça l'a branché. Attention, les scientifiques disent que cela dit, cru, c'est dangereux parce que ça peut vous infecter. Et cuit, c'est comme les légumes, ça perd ses vitamines. Voilà. Alors, il y a bien sûr le chapitre césarienne chez les stars. Alors, en Namibie, un peu exotique, pour Angelina Jolie, Brad Pitt, entre un docteur américain et un docteur namibien, voilà, qui ont travaillé en tandem. Autre césarienne, celle de Victoria Beckham, celle au pluriel. Attention, elle en a eu 4. D'ailleurs, elle a été surnommée par les médias Too Posh to Push, trop snob pour pousser. Alors elle, d'expliquer, de se défendre. Honnêtement, je ne voulais pas de déchirure, j'ai entendu des histoires horribles. Alors
césarienne, toujours Kate Hudson. Pourquoi? Parce qu'elle est allée trop tôt à l'hôpital et quand les médecins lui ont dit qu'il fallait qu'elle rentre chez elle, elle a dit que c'est vraiment trop compliqué à cause de tous les paparazzis. Allez hop, elle a opté pour la chirurgie. Oui, non, mais c'est vrai que beaucoup de sœurs accouchent par césarienne, voilà, pourquoi pas. Bon, on parle de l'inverse aussi, des méthodes naturelles cette fois. Hein. Voilà, alors si vous voulez être la chouchou des médias, Barbara, sachez que c'est The Option pour qu'on parle de vous en bien. Une flopée de stars qui s'en vont, depuis Cindy Crawford à Erykah Badu. Erykah Badu qui est d'ailleurs devenue doula, elle se prépare à être sage-femme et on la surnomme Erykah Badoula au passage. Alors qui dit précepte de la scientologie dit accouchement en silence pour la pauvre Katie Holmes, mariée à l'époque à Tom Cruise. Les bienfaits, ça préserverait l'enfant des cris et des ondes négatives. Alors en tout cas, ça n'a pas préservé son couple. Obligée de maintenir le silence pendant l'accouchement. Se taire, voilà, exactement. Ouais, il paraît qu'elle n'a pas fait de bruit. Voilà. Bon. Méditation et respiration, toujours, pour l'actrice Jessica Alba, quand elle a donné naissance à sa fille aînée. Alors au passage, apparemment, son médecin lui aurait dit d'arrêter de pousser un moment, parce qu'en fait, il est en t-shirt et en short, et il voulait aller mettre sa blouse. Donc elle a dû faire une pause, elle a appuyé sur stop. Gisèle Bundchen, top modèle brésilien, qui voulait nous énerver un petit peu plus. Alors elle a couché quasiment en bikini, puisqu'elle a couché en fait dans sa baignoire. Comme Pamela Anderson, au passage, elle a transformé son ressenti, a-t-elle dit, en espoir de le voir. Fin de citation. Alors, pourquoi dans sa baignoire? Pourquoi on fait ça dans l'eau? Alors, dans l'eau, ça fait moins mal. D'ailleurs, on dit que pour les contractions, quand vous vous mettez sous la douche, déjà, l'eau chaude, ça vous détend. Donc, pourquoi pas aller jusqu'au bout dans sa baignoire. Accouchement sous hypnose, cette fois-ci pour Kate Middleton. Alors, elle était terrifiée à l'idée d'avoir une péridurale. Comme quoi, les peurs, c'est comme les goûts. Hein. Il y en a pour tout le monde. Alors, attention, Barbara, l'hypnose, c'est the tendance des dernières années. Alors, il n'est pas question d'une montre qu'on va vous pendouiller, vous allez avoir les poupées qui vont tourner en rond. Non, en fait, c'est pour rentrer dans un état de profonde méditation et accepter ces douleurs. Voilà, alors... Les filles qui ont essayé ont dit qu'effectivement, c'est pas qu'elles ont eu moins mal, mais elles ont vécu ça beaucoup mieux et elles n'ont pas eu peur. Exactement. Bon, ok, voilà de quoi m'inspirer. Et puis, on parle beaucoup donc de ces accouchements naturels qui sont très tendance. Mais la dernière tendance qui va peut-être un peu plus loin, ça se passe en France et ce sont des maisons de naissance. C'est quoi? Voilà. Alors, ça a été voté par l'Assemblée nationale. Il devrait y avoir bientôt certaines maisons de naissance ouvertes de façon expérimentale. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des structures à proximité des hôpitaux pour la sécurité, mais vous accouchez sans médecin, sans appareil médical. L'objectif, c'est limiter la médicalisation de la grossesse, voire surmédicalisation que certains médecins dénoncent. Voilà, pour cette dernière tendance, on va en parler, Betsabé, avec un spécialiste, gynécologue, obstétricien, Nathan Vrobel. Merci d'être avec nous. Vous faites partie du groupe de réflexion autour de la naissance. Alors voilà, on voit deux tendances qui s'opposent, les accouchements naturels d'une part, et puis ce qu'on appelle la surmédicalisation autour d'un accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire, la surmédicalisation ? La surmédicalisation, ça veut dire que la médecine s'empare un peu de la naissance, de l'accouchement et de la naissance de la femme, et qu'elle devient très intrusive au moyen de produits pour renforcer les contractions, au moyen de déclenchement artificiel de la naissance, au moyen de césariennes beaucoup plus abondantes, au moyen d'interventions médicales beaucoup plus abondantes. Et du coup, il y a une désappropriation de la naissance. Vous savez, la naissance et aussi la mort, et il faut bien dire aussi l'amour, sont encore des activités humaines. Et je crois que face à la surmédicalisation de la naissance en particulier, puisque c'est de ça dont j'occupe aujourd'hui, eh bien, il y a une attitude de réappropriation de la naissance. Je pense que les femmes... Dans un mouvement tout à fait compréhensible et dans un mouvement d'humanité, ont envie souvent de se réapproprier la naissance de leur enfant. Alors voilà, vous confirmez cette tendance parmi les femmes ces dernières années, un retour vers les méthodes naturelles, vers ces accouchements naturels? Retour, oui, il y a face à la surmédicalisation effectivement un mouvement. Alors c'est pas un mouvement majoritaire, je pense que la surmédicalisation est encore le mouvement majoritaire et dominant actuellement dans la médecine française, mais il y a sûrement effectivement un mouvement de retour, si on peut dire, vers une naissance beaucoup plus naturelle, beaucoup plus physiologique, qui respecte beaucoup plus les données naturelles de la naissance, qui
je le rappelle quand même, est une activité humaine qui dure depuis que l'homme est sur la Terre. Évidemment. Et est-ce que ces accouchements naturels favorisent le lien ensuite qu'aura la mère avec son enfant ? Moi, je le pense. Je le pense parce que je pense que ce moment très particulier de la vie d'une femme, je crois que ce n'est pas la même chose si elle met son enfant au monde, ou bien si on lui met son enfant au monde, ou bien si on intervient de façon beaucoup plus importante dans la mise de l'enfant au monde. Et je pense que la relation avec cet enfant peut en être changée, en tout cas différente. Voilà, merci beaucoup Nathan Vrevel d'avoir été avec nous. Merci Betsabé. L'occasion pour moi peut-être aussi voilà, de dire que je vais moi-même me retirer pour mon congé maternité. Absolument, là, je vais vous prendre votre... Non, pas votre place, mais juste votre micro. Alors évidemment, vous allez un petit peu vous ennuyer, loin de nous pendant quelques mois. Alors, je me suis dit, je vais vous prendre des petits trucs pour vous occuper. Alors déjà, cette petite compile, vous pouvez la montrer, des chats mignons I24 que vous avez sponsorisé. Et il y a plus... Que je peux regarder tous les jours. Il y a 6 heures de programme, vous pouvez les regarder en boucle, etc. Et alors, on a beaucoup hésité à vous offrir un vrai petit chat, mais comme vous avez un chien, il faut le dire, ça allait poser un problème. Donc on a... Et puis des enfants aussi. Et aussi des enfants. Et donc on s'est dit un faux petit chat qui va vous occuper, à mon avis, au moins un quart d'heure. Voilà, donc ça sera votre compagnon pendant toutes ces heures. Congé de maternité. Et exactement, donc voilà, c'est une manière pour... changer la couche en plus. Oui, non, il est très très pratique. Bon, il est un petit peu... Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Donc voilà, c'était une manière pour l'équipe du Morning de vous souhaiter de bons congés. Je vais pleurer, arrêtez. Que mais tout ça se passe bien. Merci beaucoup, Rudy. Voilà. Vous restez mon petit chat Vous préféré. Faites un petit commentaire sur l'accouchement. On a encore 1 minute. Vous pouvez nous faire des commentaires sur l'accouchement Non, aucun commentaire. Mais l'occasion pour moi de vous dire au revoir, mais provisoirement. Je reviens évidemment. Voilà, on voit toutes ces heures de petits chats qui m'attendent. Merci à toute l'équipe, vraiment, vous allez me manquer. Merci en particulier à mes 3 drôles de dames qui travaillent dur et qu'on ne voit pas souvent, Déborah, Myriam, Émilie. Voilà, je vous aime les copines, je vais essayer de ne pas pleurer. On se retrouve très vite. Pensez au chat. Je reviens, voilà, je vais penser au chat et à mon bébé. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de vos encouragements. Je vous dis à très bientôt, voilà, je m'arrête là. Portez-vous bien, passez une belle journée.